Et salut tout le monde, c'est Isoka, et bienvenue pour ce numéro 14 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai lus dans la semaine, avec au programme 8 titres, on commencera avec Marvel, le Ultimate numéro 2, on enchaînera avec DC Comics avec Boy Wonder numéro 3, puis ensuite on ira chez Dark Horse Comics avec le numéro 1 de Kill All Immortals, et puis on terminera avec, je crois, 5 titres d'Image Comics, le retour de Public Domain avec le numéro 6, la série The Domain qui découle de Public Domain, on en parlera, donc The Domain numéro 1. Et puis on terminera avec Falling in Love on the Path to Hell numéro 2, Ain't No Grave numéro 3 et I Hate Fairyland numéro 15. Donc encore une fois, 8 titres au programme, donc un programme assez chargé. On commence par Ultimates numéro 2. On avait parlé du premier épisode dans un encre de bulle avec notamment Mr. Honeybunny. Qui date d'il y a quelques semaines. Donc c'est une série scénarisée par Dennis Camp et dessinée par Juan Frigeri et mise en colorisation par Federico Bli. Donc là je vous présente la variant cover de Nick Bradshaw. Voilà. Donc ce numéro 1 on avait vu un petit peu. D'ailleurs on vous présente l'équipe ici. Donc c'est une équipe somme toute assez classique avec 2-3 petites variantes par rapport à Ultimate Invasion, vous vous souvenez, puis Ultimate Universe, hein, c'était vraiment les deux choses qu'il fallait lire avant de commencer la série Ultimate. Donc vous l'avez vu, vous avez Iron Lad, hein, c'est donc Tony Stark, puisque vous avez vu que c'était quelqu'un d'autre qui portait l'armure d'Iron Man, je ne vais pas le révéler si vous n'avez pas lu Ultimate Invasion, mais voilà. Vous avez également Doom, Doom qui est quelqu'un d'autre que le Doom que vous connaissez, vous avez Captain America, ça c'est le classique. Vous avez Thor, vous avez Sif, et puis on avait vu qu'il y avait deux autres recrues, que je ne vais pas forcément vous révéler si vous ne les avez pas vus, qui étaient révélés dans le numéro 1. Donc voilà, on revient un petit peu dans l'épisode 2, c'est un épisode vraiment sur l'Amérique, sur l'histoire des États-Unis d'Amérique, et un petit peu cette histoire qui a été forcément modifiée, un petit peu par cette espèce de conglomérat nord-américain, depuis la redistribution géopolitique du Maker, vous le savez. Et là, vraiment, on va avoir du coup bah, on considère un petit peu les Avengers comme des sortes de terroristes, un petit peu dans l'épisode 1, c'est ce qui était intéressant, puisque je vous rappelle que le Maker avait un petit peu tout fait pour empêcher l'avènement super-héroïque, de l'ère super-héroïque en tout cas. Et puis là, du coup, comme je vous montrais, on voit que on a un adversaire un petit peu différent, on a une personne qui est représentée à la Maison Blanche de manière étonnante, et on remarque là le tout premier costume de l'histoire d'Iron Man, et là on parle de ce personnage de Midas. Donc là, c'est assez intéressant. On a évidemment une confrontation des différentes visions de l'Amérique et du rôle un petit peu de sauver, de protéger, de sauver ce pays. Et en tout cas, quel est ce pays? C'est plus tout à fait. En fait, on voit bien les visions qui se confrontent entre celle du Captain America et celle de cet antagoniste Midas. Et du coup, c'est vraiment un épisode sur l'Amérique, sur un petit peu ce que peut représenter comme symbole. Ce qu'il faut faire pour se battre, pour à la fois la sauver, la protéger, mais quand bien même ce qu'elle est devenue. Donc c'est vraiment un épisode que moi j'ai pas trouvé très intéressant. Alors on a aussi évidemment, on voit que l'antagoniste Midas puise toute une énergie sur quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a été un petit peu retrouvé comme ça, qui errait dans l'espace. Et du coup, les Avengers vont essayer de récupérer cette personne. Donc c'est un peu une mission de sauvetage. Donc évidemment, je vous révèle pas l'identité de cette personne. Voilà, c'est un épisode que j'ai trouvé franchement assez pauvre. Moi, je me suis franchement ennuyé à la lecture de cet épisode. Il n'y a rien que j'ai trouvé franchement intéressant. Je comprends un petit peu le côté, on oppose la vision de l'Amérique classique et de ce qui a été un petit peu reconstruit. Donc on s'amuse un petit peu à jongler entre l'univers classique 616 et puis cette réécriture en quelque sorte. Mais honnêtement, ça me convainc pas du tout. J'ai pas trouvé ça du tout convaincant. Et je vous dis franchement, ce qui m'a déprimé, c'est la fin. Alors évidemment, je vais pas vous montrer le cliffhanger. Mais il y a écrit 16 months remaining. Il reste 16 mois. Donc autant vous dire que ça m'a abattu, quoi. Je me dis encore 16 numéros. Non, non. Non, ça suffit. L'univers Ultimate, c'est clairement pas pour moi. Le Ultimate Spider-Man, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers numéros. Puis ensuite, ça m'a franchement déçu. Puis tout ça pour dire que 6 numéros, c'était une introduction. C'est parti, Spider-Man, ça commence. Ça m'a saoulé, ça m'a fatigué. Je laisse tomber, j'abandonne. Ultimate X-Men, j'aime beaucoup la proposition artistique, mais on n'avance pas, ça fait des demi-chapitres de manga, il
n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a plus de Genomics et on voit ces personnages qui sont en train tout doucement de composer cette équipe. Contre qui, contre quoi, on comprend pas trop. Ah, ça prend trop son temps, je sais pas s'il y en a pour 10, 15, 20 ans d'univers Ultimate, ou si ça se trouve dans 4-5 ans, ça sera étouffé dans l'œuf, mais honnêtement, bah moi je laisse tomber, j'abandonne, c'est vraiment pas quelque chose du tout qui m'a convaincu. Donc j'aime donner, laisser sa chance au produit normalement, quoi, c'est clair. Ultimate Spider-Man, j'ai ces 6 numéros, 4 pour Ultimate X-Men, alors je vais continuer Ultimate X-Men, je vais quand même aller à l'issue du premier arc. Mais là, le numéro 2 d'Ultimate, bah, ça m'intéresse pas. Je vois bien que je vois pas trop ce que ça raconte. J'imagine que tout va faire sens à un moment ou à un autre et Hickman va s'amuser à faire une espèce de crossover entre l'univers 616 et l'univers Ultimate. J'imagine. Je vous rappelle que c'est l'univers 6160, je crois, celui-là. On rajoute un petit zéro à l'univers Ultimate. Ce magnifique grand what if. Donc honnêtement, ouais, je suis hyper déçu. Bon. Voilà, on enchaîne en tout cas avec DC Comics et The Boy Wonder numéro 3. Vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé de cette série qui parle principalement de Damian Wayne, qui raconte différents récits en fait lors d'une prise d'otage, un braquage de banque qui tourne un petit peu mal. Là, je vous présente la variante cover de... attendez, je crois que c'est... Oui, c'est ça, c'est Carrie Randolph. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, les covers de Juniba sont très chouettes, mais vu qu'on avait déjà de l'intérieur de Juniba, j'avais envie de prendre des variantes cover, sachant qu'on avait quand même du Cliff Fiang et du Chris Stanley sur les deux premières. Donc, et celle-là, je la trouve très chouette. Donc c'est évidemment écrit et dessiné par Juniba et colorisé par Chris O'Halloran, qu'on va retrouver la colorisation dans un autre titre plus tard. Et donc voilà, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est une série qui pourrait s'appeler The Robins. C'est un petit peu une série sur les Robins. On avait un premier numéro où, évidemment, c'est vraiment Damian Wayne qui essayait de trouver une légitimité un petit peu... voilà, de prouver sa valeur, en fait, un petit peu aux yeux de son père. Et on avait vraiment... cette histoire qui nous est racontée comme à la façon d'un conte, en fait, si vous voulez. Donc vraiment, le roi protecteur de Gotham, c'est évidemment Batman, et on a on a ses différents fils, ou en tout cas ses différents serviteurs du royaume de Gotham City. Et forcément, lui, c'est l'héritier, c'est le fils direct. Mais il a évidemment d'autres fils d'adoption, et c'est ça qu'on voyait. Donc dans le premier, on voyait Robin qui pouvait faire équipe avec notamment Nightwing et Batgirl. Dans le numéro 2, on voyait que c'était Red Hood. Et dans celui-là, ça va être Red Robin, ou si vous préférez, Tim Drake. Donc vraiment, on a quelque chose de... Encore une fois, on a un numéro que j'ai trouvé vachement bien. C'est Damian et Tim qui vont se rendre à une espèce de gala de charité. Un petit peu une espèce d'inauguration d'un énorme gala. Mais finalement, si vous voulez, on a vraiment les pires manias, en fait, Enfin, c'est les pires philanthropes, des faux philanthropes si vous voulez, et on nous explique clairement que ce soit Lex Luthor, Veronica Vale ou Maxwell Lord, que c'est clairement pas désintéressé, que c'est tout simplement soit pour payer moins d'impôts ou pour financer des choses beaucoup moins éthiques et beaucoup plus louches évidemment. Et on a toute cette relation vraiment super intéressante entre Damian et Tim Drake, qui est super chouette, qui est à la fois une mission d'infiltration en fait pour Damian, et il comprend pas trop pourquoi Tim Drake s'acoquine un petit peu avec des ennemis plutôt héréditaires. Donc c'est vraiment un numéro qui est super chouette, avec justement cette infiltration-là, avec différents gadgets de Wayne Enterprises qui nous ont présenté tout le long de l'épisode. C'est assez savoureux, c'est assez chouette. Le style de Juniba, il est toujours très singulier, très intéressant. Moi j'aime beaucoup, vraiment. Il y a des planches qui claquent, comme par exemple celle-ci. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui parfois peuvent sembler un peu vides, notamment... il y en a certaines qui m'ont un petit peu moins convaincu. Je sais pas si je vais vous trouver ça. Ouais, c'est la dominante verte et blanche, j'ai un petit peu moins aimé, même si évidemment ça sert la narration à ce moment-là. Mais globalement, c'est vraiment un titre que je trouve génial, que je trouve très émouvant, très bien écrit. Il y a vraiment des choses qui sont super bien pensées. On a à chaque fois un dynamic duo différent et on a vraiment quelque chose que je trouve hyper chouette. Donc là, comme vous pouvez voir, I Will Be Worthy qui a écrit, qui est répété, c'est vraiment la quête de Damian qui veut tout faire pour être digne et pour être légitime aux yeux de son père et aux yeux de toute la Bat Family. Donc on a vraiment quelque chose que je trouve super chouette, avec un cliffhanger très efficace. Non, c'est vraiment une super série. Je crois que le numéro 4 sera le dernier. Et encore une fois, je suis pas du tout certain de ce que j'avance. J'ai tendance à confondre à chaque fois les mini ou en 3, 4, 5. Mais je crois que Boy Wonder c'était en 4. Mais encore une fois, un super numéro.
C'est peut-être mon coup de cœur de la semaine, vraiment de Boy Wonder numéro 3. Voilà. On enchaîne avec de l'indépendant et le numéro 1 chez Dark Horse Comics, Kill All Immortals, qui est scénarisé par Zach Kaplan. Zach Kaplan dont on reparlera bientôt, wink wink, probablement dans une future vidéo. Le dessin c'est Fico Ossio, alors visiblement soit un italien ou quelqu'un d'origine italienne, hein, de par son nom en tout cas. Et puis la colorisation c'est Thiago Rocha. Donc j'étais allé sur ce titre évidemment en précommande parce que Zach Kaplan, j'étais très intrigué par un titre dont je vais vous parler, donc voilà, si vous avez deviné, il est sorti notamment chez Comics Initiative. Donc si vous avez deviné de quel titre je parle, n'hésitez pas à nous le mettre dans l'espace commentaire. Et donc j'avais très très envie d'aller sur ce titre-là. Et honnêtement, je suis très très content d'être allé sur ce titre. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est pas évident. En fait, ça raconte que on a plusieurs, si vous voulez, des espèces de grandes familles, ou en tout cas des espèces de grands magnats de l'industrie, en tout cas des personnes très riches, hein, qui essaient en fait de passer des accords avec des personnes un petit peu plus louches, et quand ils refusent les accords, visiblement, ils peuvent être sanctionnés à la dure. Et on ne sait pas trop si c'est une espèce de mythe ou si c'est vraiment quelque chose qui existe. Et on va être très rapidement fixé, puisque on a l'irruption de 3 personnages qui sont pas là du tout pour rigoler et qui sont là pour charcuter. Et on va voir, ça commence comme ça, avec des scènes très violentes et très claires. On se demande ce qui se passe un petit peu. Et puis on voyage pas mal, c'est-à-dire la scène, elle commence dans le Wyoming aux États-Unis, puis ensuite on va à Paris en France pour nous présenter un autre personnage. Donc vraiment il y a ces personnages-là. Je crois que c'est les personnages de Frey Aswald, et on va voir qu'on va s'intéresser à la famille Aswald, qui est une famille qu'on dit qui existe depuis très longtemps, qui est extrêmement puissante et extrêmement riche. Il y a un côté très intouchable dans cette famille. Et on va comprendre progressivement qu'en fait, les personnages qu'on a vus et le personnage de Frey, sur lequel il y a un gros zoom ici, finalement ils sont issus de la même famille. Et voilà, donc elle voyage avec un journaliste de la BBC. Elle veut vraiment faire dans l'humanitaire, elle veut tout faire pour essayer d'aider du mieux qu'elle peut le monde dans lequel elle vit, et essayer de faire en sorte que ce soit un monde plus agréable et un monde meilleur, tout simplement. Et donc il doit y avoir tout simplement la rencontre. Elle va présenter au journaliste ses 2 frères, et notamment son père, le père Aswald, qui est vraiment le magnat de cette famille très puissante et très riche. Et donc on va avoir évidemment, on va dire on sent bien qu'on est dans une atmosphère très tendue, notamment lors du dîner, lors de la présentation avec le père. Et forcément on va avoir une fin d'épisode qui va vers des règlements de compte et des explications. Donc on a quelque chose d'assez fort, mais mon petit chagrin, c'est que le cliffhanger n'en est pas véritablement un, puisque il nous rappelle, hein, si jamais vous avez pris ce numéro et que vous ne savez pas trop ce que vous lisez, relisez le titre, et vous aurez sans doute un gros indice sur justement la trame de ce comics. C'est mon chagrin, c'est-à-dire que c'est hyper bien dessiné, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment intriguant, on nous raconte justement l'histoire de cette famille. Et le cliffhanger insiste sur quelque chose qu'on sait déjà, puisque moi, quand je lis un titre qui s'appelle Kill All Immortals, je m'attends à ce qu'à un moment ou à un autre, on rencontre des immortels. Donc voilà, c'est ma seule petite déception, même si on comprend, et on avait compris quelque chose, forcément que ce personnage de Frey va se désolidariser un petit peu de, on va dire, ce destin familial, et la lourde tâche et l'hérédité de porter le nom d'Aswald. Donc voilà, on va voir à quel point ce personnage de Frey va tenter de s'affranchir de sa destinée macabre. Et ça, c'est intéressant. Et par contre, je trouve que ce numéro 1, il était super bien, mais je pense qu'il aurait fallu faire un cliffhanger beaucoup plus accrocheur et beaucoup plus fort que de nous rappeler le titre que vous êtes en train de lire, quoi. Donc c'est juste, mon petit bémol. Ça reste un bon numéro 1, mais là, quand j'ai refermé le single issue, je me suis dit, on se fout un peu de nous quand même. Mais c'est pas grave, on continue. On continue cette fois avec Image Comics, vous le savez, mon principal pourvoyeur. Avec, qu'est-ce que j'étais content de ce retour? Le retour de Public Domain. Public Domain qui est scénarisé et dessiné par Chip Zdarsky. Et oui, Chip Zdarsky dessine également, il avait également dessiné Sex Criminals avec Matt Fraction. Et donc c'est du dessin très basique, plutôt numérique, qui n'est pas extraordinaire, mais qui passe complètement. Et vu ce qu'il racontait, moi j'avais franchement adoré les 5 premiers numéros de Public Domain, où on suit la famille Dallas, donc le père Sid Dallas, qui était le dessinateur et le co-créateur du personnage de The Domain.
dans l'éditeur principal qui est l'éditeur Singular. Donc clairement, on avait un petit peu une métaphore à peine dissimulée. Bah, Singular, c'est Marvel. The Domain, c'est un grand super-héros, peu importe lequel. Finalement, qui a été créé à la fois par, ici, je crois qu'il s'appelle Jerry Jasper et Sid Dallas. Jerry Jasper, c'est le scénariste. Sid Dallas, c'est le dessinateur. C'est un petit peu Jerry Jasper qui a récupéré tous les droits principaux d'exploitation et qui s'est attribué quasiment tout le mérite un petit peu de la création de l'univers Singular, quoi, en quelque sorte. Donc c'est un petit peu une analogie, évidemment, Stanley Jack Kirby. Et donc on suivait un petit peu dans les 5 premiers numéros la famille Dallas, c'est-à-dire le père Sid Dallas avec ses enfants. Alors attendez, parce que là je vous montre plutôt le côté de Jasper, voilà, c'est ici. Avec ses enfants Miles et Dave, qui avaient vraiment des trajectoires assez différentes. Et on voyait justement que c'est ça qui était super intéressant aussi dans les 5 premiers numéros, c'est qu'à la fois on suivait un petit peu l'industrie du comics et le peu de reconnaissance qu'on peut avoir pour ses créateurs. Un petit peu, justement, c'était une référence au fait que on offrait un chèque de $8000 et une place à l'avant-première de Winter Soldier Captain America à Ed Brubaker, parce que c'est quand même lui qui a créé le Soldat d'hiver. Voilà, un chèque de $8000 et une avant-première au film, super. Et justement, en plus, le comics Public Domain commençait un peu comme ça, justement, on offrait un chèque et une avant-première, donc clairement, c'était évident la référence. Et on avait vraiment, justement, comment on fait, en fait, dans une famille pour se retrouver, autour de cette création et cette volonté de créer des comics. Et on avait vraiment donc à la fois cette affaire de famille avec ces personnages de Tanya, Co qui revenaient aussi pour aider. Donc on va vraiment suivre un petit peu tout le processus de création de comics et la difficulté de cette industrie. Et aussi on va voir la différence d'investissement des différents personnages dans cette récupération de Dallas Comics, hein, parce que c'est ça, ils vont vouloir créer leur comics. Donc on va vraiment cette suite que je trouve très chouette. Ça faisait extrêmement plaisir de retrouver ces personnages. Moi j'ai passé un super moment, donc on voit aussi la confrontation d'idées entre justement la vieille garde et la nouvelle génération, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut envisager une réécriture d'un comics. Ça c'était vraiment super intéressant, parce que Sid Dallas il a écrit et créé The Domain dans les années 80, et on est dans les années 2020, donc c'était il y a 40 ans, donc est-ce qu'on voit encore de la même manière un comics? Est-ce qu'on parle de reboot, de relaunch, de tout ça? Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et donc, on va suivre cette famille et on va suivre un petit peu cette bataille entre Jerry Jasper d'un côté et Sid Dallas, qui lui veut vraiment se réapproprier les comics de manière familiale et espère que tout ça, ça va leur permettre justement, de pouvoir à la fois ressouder les liens familiaux et puis, qui sait, lancer une industrie et de retrouver un énorme succès autour d'un personnage qu'on essaie de redéfinir. Donc c'est un épisode 6 que j'ai trouvé vraiment très efficace, qui continue un petit peu dans la lignée de la série, qui était en pause depuis plus d'1 an, hein, ça faisait longtemps. Les 5 premiers numéros étaient sortis il y a très longtemps, moi j'ai aussi en single issues. Voilà, c'est un très bon épisode, hein, si ce n'est que le cliffhanger n'en est pas véritablement un, mais plutôt une présentation de quoi? Une présentation de la série écrite par, vous voyez ça, j'ai trouvé ça génial dans les crédits, je vous montre un petit peu. Justement, c'est une série de Miles Dallas, je vous le disais, Tanya Co, Sid Dallas et Dave Dallas, hein, sous Dallas Comics. Évidemment, ça a été rayé pour montrer les véritables auteurs. Les véritables auteurs, c'est évidemment Chip Zdarsky au scénario, Raquel Stott au dessin, qui d'ailleurs était créditée également dans le numéro 6 de Public Domain, puisqu'elle file un petit coup de main à Chip Zdarsky dans le dessin. Et on a Erin Angiolini à la colorisation. Donc là, on va vraiment... c'est le numéro 1 de ce nouveau comics, donc créé par Dallas Comics, et c'est génial parce qu'on a vraiment le comics dans le comics. C'est un petit peu du Inception ou l'effet vache qui rit. Moi j'appelle ça l'effet de la vache qui rit. Vous savez, la vache qui rit qui a une boucle d'oreille vache qui rit, qui a une boucle d'oreille vache qui rit, qui a une boucle d'oreille vache qui rit, etc. Donc on a vraiment quelque chose que je trouve super intéressant. On va suivre les 3 personnages de Elizabeth, Destiny et Max. Et savoir que le personnage de Max, c'était le personnage originel de The Domain, et que justement, il y a un petit peu une redéfinition. C'est à l'issue un petit peu d'une des discussions qui a eu lieu entre, notamment, Tanya, Sid Dallas, et puis Miles ou Dave, parce que chacun a un petit peu son rôle, hein. Normalement, c'est Miles et Tanya à l'écriture, c'est Dave au dessin et à l'ancrage, et puis Sid, il chapeaute un petit peu le tout avec ses connaissances de l'industrie du comics. Et donc ces 3 personnages vont se rapprocher, je vous le disais, Elizabeth, Destiny et Max, autour de vraiment d'une fascination autour de l'exploration ou l'observation de ce qui peut se manifester dans l'espace.
Et donc vraiment, ils se retrouvent depuis longtemps, ils forment un petit peu leur espèce d'association à surveiller un petit peu des phénomènes paranormaux, ou en tout cas s'il peut y avoir des ovnis ou des choses comme ça, jusqu'au jour véritablement où, bah justement, il va y avoir une manifestation très anormale, et justement des objets volants non identifiés, et forcément là, c'est ainsi que tout va se transmettre, il va y avoir une rencontre, un premier contact avec des aliens, et justement la transmission un petit peu de ses pouvoirs. Et donc, bah, je vous en révèle pas plus, parce que là, après, c'est évidemment la suite et fin de ce numéro qui est un petit peu long quand même, avec un cliffhanger assez intéressant. Donc on a vraiment, c'est assez génial, on a ce numéro 1 justement du comics créé par la famille Dallas. Et c'est drôle parce que ce qui pourrait s'apparenter au départ à quelque chose de délire, etc. Non, finalement, c'est un véritable comic, ça va être vraiment intéressant. Il y a à la fois une volonté de redéfinir un genre et puis de nous raconter quelque chose qui est assez accrocheur et dans l'air du temps. C'est un bon numéro 1 qui fonctionne bien et je sais pas à quel point ça va fonctionner, ça, le public domain d'un côté et The Domain de l'autre. Mais en tout cas, rien que pour l'initiative et en plus pour l'efficacité, ben, évidemment, on va continuer ça. Moi, de toute façon, Public Domain, j'aimais beaucoup. Après, effectivement, vu le peu de cliffhanger qu'il y a dans Public Domain, je pense que c'est quelque chose qui gagne à lire en édition reliée et pas forcément en single issues. Mais bon, on verra. On continue avec Falling in Love on the Path to Hell numéro 2. On avait parlé du numéro 1 également dans une émission d'Encre et de Bulle. Donc ça, c'est une série scénarisée par Jerry Duggan. Vous le savez, Jerry Duggan qui a fait un petit peu ses armes chez Marvel, principalement. C'est sa troisième série indépendante, je crois, dessinée par Gary Brown et mise en colorisation justement par Chris O'Halloran, dont on a parlé tout à l'heure pour Boy Wonder. Et donc vraiment, bah, c'est une des premières choses qu'on avait remarqué dans le numéro 1, c'est vraiment la patte graphique. Il y a quelque chose de vraiment super chouette, super agréable. Entre la colorisation de Chris O'Halloran et les dessins de Gary Brown, on avait vraiment quelque chose qui était hyper efficace. Et on avait le personnage de Mac Crave d'un côté, et je crois que c'était, que je me souvienne bien, Asami Agato, je crois, de l'autre. Donc vraiment une japonaise et un américain de Los Angeles. On est à la fin du 19e siècle, donc on a vraiment le cow-boy du Grand Ouest américain d'un côté, et une espèce de, pardon, excusez-moi, de samouraï 100 mètres, je crois, de Ronin de l'autre, et qui se retrouvaient un petit peu, malgré eux, téléportés dans une espèce d'île mystérieuse, où visiblement c'était une sorte d'enfer sur Terre, on ne sait pas trop dans quelle dimension ou quoi. Et là on va vraiment, justement, comme vous pouvez le voir, on a des créatures assez abominables, et on a vraiment un numéro qui nous présente à la fois le scepticisme et l'inquiétude de McCrave, qui lui se demande ce qu'il fout là, quoi, il a rien à faire là, et on a cette espèce de guide du nom de Mohan, je crois, je sais plus, ouais, Mohan, c'est ça. Alors, cette espèce de Maharaja qu'on voit là sur la couverture, d'ailleurs, magnifique cover. Hein. Et donc il les guide et on a vraiment quelque chose de très intéressant qui leur dit, bah oui, mais c'est à cause de vous que vous êtes là, c'est personne qui vous a téléporté là, vous, ce que vous avez fait, ce que vous êtes, a fait que vous arriviez téléporté ici. On a vraiment un épisode qui oscille entre la merveille de la nature, parce que McCrave c'est quelqu'un qui est vraiment fasciné par ça, il trouve ça magnifique. Hein. C'est un petit peu les différentes critiques de la civilisation et l'émerveillement de la nature, en contradiction avec les abominations que ce monde recèle, c'est-à-dire on a vraiment des espèces de morts vivants, quoi, des créatures absolument ignobles, hein, qui, une fois la nuit tombée, font irruption, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a vraiment un épisode où justement, là on va voir que c'est un épisode à la fois d'action, de survie, et à la fois on va essayer de suivre ces personnages qui essaient de comprendre un petit peu ce qui leur arrive et ce nouveau monde dans lequel ils vont devoir errer, visiblement. Donc voilà, on a un épisode plutôt efficace, même si encore une fois, je trouve qu'on a assez peu avancé finalement dans l'intrigue, avec un cliffhanger qui n'en est pas véritablement un. Mais ouais, un épisode un petit peu décevant. Autant le numéro 1, je l'avais trouvé assez intriguant, que ce numéro, la patte graphique fonctionne toujours autant. Mais là, j'ai été assez déçu par ce que propose ce numéro. Donc on verra. Encore une fois, oui, il y a de l'action, oui, ça défouraille. On a des tout petits éléments de réponse qui nous sont donnés petit à petit. Mais globalement, ouais, assez peu convaincu par ce numéro 2 de Falling in Love on the Path to Hell. Bon, on verra, on continuera, parce que je crois que de toute façon, je crois que c'est une série régulière. On enchaîne avec les deux titres de Scotty Young au scénario. On va d'abord parler de ce numéro 3 de Ain't No Grave, donc scénarisé par Scotty Young, dessiné par Jorge Corona, évidemment, mise en colorisation par Jean-François Beaulieu.
Donc on a ce chapitre 3 qui s'appelle Bargaining. Alors vous vous souvenez, on avait les 2 premiers chapitres. Moi je pensais que c'est visiblement, ça, encore une fois ça m'a induit en erreur, je croyais que c'était les différentes phases de deuil, vu les titres des 2 premiers chapitres. Bon là on a quelque chose de différent justement, puisqu'on est dans le marchandage, dans la négociation justement, c'est ce que nous promet ce numéro. Et on a encore un numéro tout simplement magnifique, hein, qui est aussi un petit peu avec la situation présente et la situation passée. Donc on a pas mal de flashbacks avec la situation passée de Ryder, avec voilà sa situation passée. Et on va à chaque fois, les parallèles sont très intelligents, c'est-à-dire qu'on a des situations un peu similaires et comment on nous a conduit un petit peu à la situation qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on a vraiment quelque chose autour du pari, autour du risque, et autour surtout, justement, toujours dans cette volonté de passer les échelons et de rencontrer le grand Manitou en fait de ce nouveau monde, et quand je dis confronter, connaissant Ryder, hein, ça va pas être juste, à mon avis, pour discuter et jouer aux cartes. Mais justement, là, il est question de jouer aux cartes, il est question de jeu, de pari, à la fois dans le flashback, comme on fait, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que leur exploitation fermière, je crois qu'ils ont plus, ils ont plus tout simplement plus assez d'argent, ils doivent de l'argent à la banque, hein, et sinon c'est une saisie de leur terre. Et en même temps, on a vraiment quelque chose sur justement le pari, le jeu. On joue sa vie. Est-ce qu'on est prêt à jouer sa vie? Pourquoi? Pour qui? Donc c'est vraiment un numéro que j'ai trouvé toujours aussi beau, quoi. C'est vraiment fou ce que peut proposer Roré Corona. À la fois entre les va-et-vient des flashbacks, la situation présente. C'est vraiment encore une fois un numéro très intéressant. On se demande un petit peu où ça va aller et comment ça va se terminer. Donc voilà, je peux pas trop vous en montrer, mais c'est encore une fois un numéro somptueux, mais qui se lit très vite, malheureusement trop vite. Donc voilà, encore un super numéro sur une No Grave qui est pas loin d'être un coup de cœur, ce numéro 3. Même s'il manque un petit truc pour ce coup de cœur. Mais en tout cas, une super série, vraiment, que j'aime beaucoup. Et on finit avec Scotty Young, avec le numéro 15 de I Hate Fairyland, qui est légèrement renommé Fuck Fairyland, vous le savez, parce que je prends les covers B. Voilà, les covers B sont un petit peu les non censurés. Et donc on suit toujours cette série avec Gertrude. Et cette fois, il y avait des Gertlins, rappelez-vous, ces Gertlins, c'est un petit peu les Gremlins gertrudisés. Alors déjà, si vous lisez The Story So Far, qui est la sorte de résumé de Scotty Young, déjà vous allez tout de suite vous rendre compte à quel point Scotty Young, c'est vraiment sa série des fouloirs, quoi. Parce qu'à chaque fois, en général, c'est assez n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça, les Gertlins. Et le problème, c'est que les Gertlins, ils ont un petit peu envahi tous les mondes, tous les univers, de partout, de Fairyland, de tous les univers, donc il faut trouver un moyen de les exterminer. Et que, évidemment, la Gertrude, toujours accompagnée de Larry, et avec l'éruption d'un personnage mystérieux assez badass, arrive à se débarrasser des Gertlins qui les pourchassent, mais ils n'en ont pas fini. Ils n'en ont pas fini parce qu'il y a énormément, comme je vous le disais, de Gertlins qui du coup, envahissent et saccagent absolument, et mettent à feu à sang absolument tous les univers. Donc il faut absolument faire quelque chose. Donc du coup, ils ont une idée, et ils vont un petit peu métamorphoser Gertrude. Et voilà, Gertrude va être cette espèce de monstre absolument abominable qui a pour mission d'exterminer, de faire un génocide des Gertlins. Donc voilà, on a encore une fois quelque chose de... comme d'habitude, hein, Scotty Young et Brett Bean au dessin, parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est Brett Bean au dessin, et toujours Beaulieu la colorisation. Ils s'en donnent à cœur joie, ils se font plaisir, et on a quelque chose d'assez drôle et d'assez rigolo, avec un cliffhanger plutôt sympa. Et donc c'était vraiment le dernier numéro de cet arc. Et en plus, on nous promet au prochain numéro quelque chose de vraiment incroyable, d'énorme et d'épique. Et entre parenthèses, on nous dit Seriously, it's gonna be awesome. Donc si, sérieux, ça va vraiment être énorme. Donc on verra bien. Je crois qu'il y a une petite pause parce que je crois pas que le 16 sorte tout de suite. Mais voilà, oui, c'est un numéro franchement plutôt sympathique. Encore une fois, I Hate Fairyland, ça se lit sans prise de tête. C'est vraiment Scotty Young en roue libre. Voilà, c'est tout pour moi. Donc en résumé, énorme coup de cœur pour Boy Wonder numéro 3. Ain't No Grave numéro 3 qui est vraiment pas loin d'être un coup de cœur aussi. Sinon, comme je vous le disais, Hate Fairyland numéro 15 plutôt sympa. Public Domain, le retour de Public Domain qui fait plaisir, avec un numéro 6 assez convaincant et un bon petit numéro 1, donc vraiment des lectures très agréables, mais sans être exceptionnel non plus. Déception, en revanche, pour Falling in Love on the Path to Hell numéro 2, j'ai trouvé qu'il apportait pas grand chose.
Et déception claire sur Ultimate numéro 2 que j'ai trouvé limite assez bof, quoi, voire assez mauvais. Donc voilà, je vais peut-être arrêter l'univers Ultimate. Voilà, c'est tout pour moi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas le cas, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Et puis bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée. Allez, salut!